Petite précision avant de commencer la vidéo, pour tourner cette vidéo, je ne tourne pas chez moi, hein, je suis chez quelqu'un d'autre, et donc il y aura peut-être un petit peu plus d'écho, et surtout il y a le PC qui est juste à côté et qui fait un énorme boucan. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est possible que la vidéo soit de légèrement moins bonne qualité au niveau du son. Ça c'est dit, on peut commencer. Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'un nouveau format que j'ai appelé PC Blabla. Et donc comme son nom l'indique, ça va être des vidéos vraiment de blabla où je vais en gros me poser devant mon micro et parler. Donc à prendre en compte que ce sera des vidéos un petit peu moins montées que les autres, je sais pas si je mettrai de la musique de fond par exemple, et en tout cas il y aura peu d'images à l'écran, ce sera vraiment surtout du blabla, je vous conseille d'écouter ça en fait en faisant autre chose, hein. Vous pouvez la regarder mais ça va durer assez longtemps, hein. Le format sera entre une demi-heure et 1 heure et demie en général, donc je vous conseille vraiment de l'écouter en faisant autre chose. Il y aura quand même quelques images à l'écran, pour illustrer un petit peu ce que je dis, mais globalement, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura juste une image de fond pour avoir un petit peu de vidéo quand même. Mais vous allez me dire de quoi je vais parler. Et bien tout simplement, dans chaque vidéo, je choisirai un sujet, à prendre en compte que je sais pas si je ferai d'épisode 2 ou quoi, hein, j'en sais rien. Mais donc je vais prendre un sujet, ici ça va être la récupération en informatique, et je vais en parler assez longuement de tous les aspects de ce sujet. Je vais parler aussi de sujets en rapport, etc. Je vais vraiment faire du blabla sur un sujet dont j'ai envie de parler, quoi. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, ça va être la récupération en informatique. Tous les aspects de la récupération, qu'est-ce qu'on peut faire avec du matériel de récup, qu'est-ce qu'on récupère facilement, etc., etc. Donc à prendre en compte aussi que ça va être une vidéo vraiment pour ceux qui sont passionnés, hein. Tous ceux qui débutent en informatique, qui ont envie d'apprendre qu'est-ce que c'est une carte mère, qu'est-ce que c'est un processeur, c'est pas ici qu'il va falloir regarder, hein. Je considère que si vous regardez cette vidéo, vous avez quand même les connaissances de base hardware et software d'un ordi. Donc autre petite précision aussi, j'ai des notes, je sais pas si ça se verra, mais j'ai des notes, et d'ailleurs pour vous prouver que ça va être une vidéo assez longue quand même, j'ai plus de 6 pages A4 de notes presque remplies. Donc effectivement j'ai des notes, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais bon après c'est des notes un petit peu vagues sur ce que je dois aborder, hein. C'est pas non plus mot par mot, je vais pas juste lire mes notes quand même. Je ferai aussi peut-être quelques digressions, etc. Et enfin, dernière petite précision avant de commencer, vous avez évidemment la fonction chapitre de YouTube qui est activée sur cette vidéo, sur en gros les différents axes que je vais aborder dans la vidéo. Donc je vous invite à sauter dans la description, voir ce qui vous intéresse pour éviter de tout vous taper. Après vous pouvez évidemment tout vous taper si vous voulez, hein, ça me fera plaisir en plus. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, il va falloir aborder le sujet de qu'est-ce que la récupération et pourquoi on récupère. Donc moi je considère que la récupération en général, c'est quand on récupère quelque chose en général d'occasion, hein, dont on s'est déjà servi, en général dans un but précis, ça c'est très important à dire. Pour moi on récupère toujours dans un but précis. Donc les différents buts pour lesquels on peut récupérer sont assez simples. Déjà pour moi il y a un but très très important qui est le but écologique et éthique. Parce qu'il faut savoir que tout simplement quand vous récupérez du matériel, surtout informatique, eh ben, vous sauvez le matériel, c'est-à-dire vous l'empêchez de servir à rien et de partir à la déchetterie. Et servir à rien et partir à la déchetterie, du point de vue écologique, c'est pas bien du tout, hein, on est d'accord, parce que j'en parlerai plus tard, mais un ordi c'est fait de plein de métaux rares, entre autres, et de plastique, etc. Et du point de vue éthique, parce que y a quand même plein de gens qui ont travaillé pour faire ces ordis, et donc jeter leur travail à la poubelle au bout de 5 ans parce que c'est obsolète, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il y a aussi l'avantage que bien que ce soit du matériel obsolète, c'est quand même du matériel qui est plus ou moins gratuit quand vous récupérez par exemple en déchetterie ou qu'on vous les donne. Bon après le vide-grenier c'est différent mais bon c'est en général pas très très cher dans les vide-greniers quand même. Et que donc du coup ça peut toujours servir à des gens qui peuvent pas se payer un ordi, etc. J'en reparlerai après encore une fois. Donc voilà pour moi un petit peu ce qu'est la récup et pourquoi on peut récupérer. Après vous pouvez avoir des projets particuliers à faire, hein, notamment je pense à un NAS, on en reparlera après aussi. Mais voilà, en gros pour moi la récup c'est ça. Sauver du matériel et l'utiliser. Donc faut savoir que moi je suis vraiment un gros adepte de la récup, hein. Chez moi j'ai des boîtes entières remplies de barrettes de RAM, de processeurs, etc. Bon alors la plupart du temps c'est du vieux matériel, hein. Je m'en sers plus, moi je suis un peu collectionneur limite des fois au niveau des processeurs parce que j'ai des vieux Celeron, etc. Mais la récup, j'adore ça, et je passe vraiment du temps à réassembler des vieux ordis, etc., comme je vous l'expliquerai plus tard. Donc maintenant, où c'est qu'on récupère? Où on peut récupérer des ordis? Alors, il y a un premier lieu très important pour moi qui est la déchetterie. La déchetterie, à chaque fois qu'on y va, on trouve toujours un mec qui est en train de balancer son ordi, voilà. Il y a même des caisses entières de vieux ordis, bon à la poubelle, etc. Et il faut savoir aussi que même si ça marche plus, ça vaut le coup d'être récupéré, hein, parce que ça se répare assez facilement. En général, c'est pas des pannes très compliquées, comme on le verra après, encore une fois. Donc, le premier lieu, c'est la déchetterie. Ensuite, on a les vides-greniers. Les vides-greniers, c'est plutôt les personnes, on va dire, un peu âgées qui vendent leurs vieux ordi ici. Et en général, c'est du matériel très vieux, hein, parce que
les gens qui ont du matériel assez récent, ils le vendent pas dans des vides-greniers, hein, ils le revendent, ils le remettent en état, etc. pour le revendre sérieusement, quoi. Enfin, sérieusement, c'est pas très gentil pour les vides-greniers, mais bon, c'est un peu comme ça. Ensuite, il y a aussi le milieu de l'entreprise où on peut récupérer pas mal de choses. Je sais que moi, je connais quelqu'un qui bosse chez Orange et qui arrête pas de me ramener des écrans, des vieux claviers, des switches, etc. Donc ça, c'est un milieu non négligeable, hein. On trouve beaucoup de matériel très propriétaire en entreprise, comme on le verra plus tard, mais c'est quand même un lieu assez important où on peut récupérer des choses. Et après, le reste, eh ben, c'est les sites, notamment eBay, Le Bon Coin, etc. Et puis, quand on vous donne, genre par exemple, moi je sais qu'il y a plusieurs membres de ma famille qui m'ont déjà donné des trucs parce qu'ils savent très bien que les vieux ordi, ça m'intéresse, etc. Donc voilà un petit peu les différents endroits où on peut récupérer du matériel informatique. Après, je sais qu'il y a d'autres lieux où on peut récupérer, hein, les Repair Café, etc. Il y a pas mal d'endroits où on peut récupérer des vieilles machines, mais en gros, c'est les principaux que je vous ai dit là. Donc maintenant, quel est le matériel fréquent qu'on peut récupérer par lieu, dans les différents lieux? Donc déjà dans le milieu de la déchetterie, sympathique milieu d'ailleurs, vous allez trouver principalement quand même des appareils non fonctionnels, hein. Ce sera rarement du fonctionnel parce que sinon il n'y a pas trop de... Parce que sinon on n'y jette pas quoi en fait. Et donc ça va être principalement des tours, des fois vous avez des tours fonctionnels mais c'est très très rare ou alors c'est du très vieux matériel. Périphériques non fonctionnels éventuellement, de genre des claviers, des souris, etc. Mais c'est assez rare, je trouve. Et vous allez trouver facilement des composants tout seuls, genre des cartes mères, des alimentations, etc. Même des fois des gros sacs de cartes filles, ce genre de trucs que vous allez trouver très facilement. Et donc après, ce sera du matériel, ça peut être très ancien dans les années 90, comme assez récent jusque dans les années, on va dire, 2010 par là. Alors pour ce qui est des vides-greniers, comme je l'ai dit plus tôt, ça va être quand même du matériel assez ancien. Hein, on va pas dépasser les 2000 dans ce milieu-là. Donc en général, ça va être des vieux ordis familiaux, ce genre de trucs. Souvent, ils les vendent pas très cher, hein, genre dans les 5, 10, 15, 20. Pas, en général, pas au-dessus de 50 euros, hein, parce qu'après, n'achetez pas, hein, de toute façon. Ça ne vaut pas le prix, vu que c'est un petit peu du matériel très vieux. Souvent, ça va être vendu avec l'ensemble écran, clavier, souris. Sauf s'ils ont remplacé leur machine, dans ce cas-là, ils ont gardé les périphériques. Mais des fois, ils vendent tout à la fois. Genre, une fois, j'ai récupéré un vieux Fujitsu Siemens avec un Pentium 4 et j'avais avec l'écran cathodique et le clavier. Bon, il manquait la souris, mais bon, en même temps, une vieille souris à boule, non merci, hein. C'est assez rare, mais vous pouvez quand même trouver des machines non fonctionnelles. Par contre, ce que vous trouverez rarement, si ce n'est jamais, c'est des composants tout seuls. Vous trouverez presque jamais des cartes mères toutes seules, des cartes graphiques, ce genre de trucs. Parce que tout simplement, les gens qui vendent en vide-grenier, ils sont pas en général experts en informatique, c'est plutôt des personnes âgées, comme j'ai dit plus haut, et donc ils vendent leurs machines comme ça, ils savent pas trop ce que ça vaut, etc. À prendre en compte que quand même, je fais pas des généralités, c'est en général ce que vous trouvez, hein, mais il est possible quand même de trouver des composants tout seul. Moi, je suis tombé déjà sur des vieilles cartes mères en i486, mais c'est assez rare quand même, la plupart du temps, c'est des PC entiers. Donc par contre, dans le milieu de l'entreprise, ça va être assez varié ce que vous pourrez trouver. Rarement des composants tout seuls, hein. Si vous trouvez des composants PC, c'est dans un boîtier PC, un PC entier, quoi. Au niveau de la date, ça varie énormément. Vous pouvez trouver des trucs de 90 comme vous pouvez trouver des trucs de 2015, de 2016. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a les entreprises, tu as beaucoup d'entreprises où ils gardent les très vieux PC parce qu'ils sont obligés de les utiliser à cause de problèmes de pilote, etc. Je sais pas si vous avez entendu parler d'il y a quelques années, la panne à l'aéroport d'Orly à cause de Windows 3.1. Bon, c'est très obsolète, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Il y a même certaines machines, notamment des caisses automatiques qui tournent encore sous DOS, mais c'est quand même ultra rare maintenant. Donc vous allez trouver un petit peu de toutes les époques. Vous allez trouver aussi plein de périphériques, parce qu'il faut savoir que quand ça marche plus, ils essayent pas d'y réparer, hein, ils balancent. Et dans des call centers ou ce genre de trucs, ils ont des tonnes d'ordi, des tonnes de périphériques, des tonnes d'imprimantes, etc. Ils vont pas s'amuser à réparer tout à chaque fois que ça saute, hein. Hop, là ils jettent, ils en achètent un autre et voilà, c'est fini. Sauf quand c'est des très vieux PC, comme j'ai dit plus haut, parce que tout simplement, il y a plus de périphériques compatibles, donc ils sont bien obligés de faire de la récup. Donc en entreprise, vous allez surtout trouver des périphériques, effectivement. Et aussi en niveau ordi, vous trouverez pas mal de Dell Optiplex. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de l'entreprise. Enfin, pour ce qui est des autres moyens de récupération,
quand on vous le donne, je sais pas, on peut trouver vraiment n'importe quoi, hein, ça dépend de qui vous donne, etc. Et au niveau des sites, Le Bon Coin, eBay, etc., c'est ultra varié aussi, faut chercher par vous-même. En fait, faut pas aller en mode, allez, je vais trouver un ordi de récup, il faut vraiment savoir ce que vous voulez et aller y chercher là-bas. Par exemple, moi j'ai acheté un Xeon pour faire un truc dont je parlerai plus tard dans la vidéo aussi, je l'ai acheté sur eBay, et voilà, et j'ai cherché Xeon d'occasion sur eBay et j'en ai trouvé un facilement. Donc voilà ce qu'on peut trouver globalement en récupération sur les différents domaines de récupération. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a quand même du matériel assez ancien. Ça va entre les années 90 et 2005-2010. Je vous conseille de ne pas prendre du matériel trop vieux si vous voulez en faire quelque chose, hein, parce que ça sert à rien, c'est trop vieux, c'est trop vieux. Hein. Si vous prenez un truc avec 32 mégas de RAM, ça sert absolument à rien. J'en reparlerai encore une fois plus tard dans la vidéo. Nous, on va se concentrer ici sur les PC de 2000-2005 jusqu'à 2010. Et donc, c'est ici que je vais parler des PC typiques de l'année 2005 et des années qui se trouvent autour. Donc, les années 2000-2005 jusqu'à 2010, il y aura vraiment énormément de trucs à dire là-dessus. Moi, je vais me contenter de vous montrer ce que vous pourrez trouver en récup dans ces années-là. Donc, le PC typique en récup des années 2005, c'est un PC assez familial, hein, qu'on trouve pas mal dans les foyers et qui est finalement assez bas de gamme, hein, qu'on trouvait dans des promos énormes, machin. Faut savoir que c'est pas du monté, hein, la plupart du temps c'est du PC de marque, mais c'est pas des PC qu'on montait soi-même, hein. On pouvait pas à l'époque vraiment acheter des composants et tout comme on fait maintenant, ni faire des configs custom. Donc le PC typique de 2005 avait un Pentium 4, un processeur très particulier qui est le Pentium 4. Le Pentium 4, c'est un processeur qui est apparu dans les années 2000 et qui a fini sa course en 2006-2007, par là il me semble. Donc c'est un processeur en socket 478, puis socket 775, on en reparlera après, ça aussi c'est très intéressant. Donc la fréquence variait de 1,6 à 2,4 GHz, sachant qu'on avait une version particulière, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était surtout là dans le monde professionnel, et qui montait de 2,8 à 3,1 GHz, donc c'est vraiment bon pour l'époque. Hein. Donc au niveau des cœurs, c'était du monocore, hein. Pour le dual core, on a dû attendre les corps de duo qui sont apparus en 2008, si je me rappelle bien. Par contre, certains avaient l'hyperthreading. Donc l'hyperthreading, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une technologie qui permet que sur un seul cœur, vous ayez 2 threads. Donc ce qui permet d'augmenter le nombre de cœurs virtuels. En fait, les threads, c'est des cœurs virtuels en gros. Donc on avait des processeurs Pentium 4 qui avaient un seul cœur, mais l'hyperthreading, ce qui permettait d'avoir 2 cœurs virtuels. Donc comme je l'ai dit plus tôt, vous trouverez aussi du corps de duo, même si c'est plus rare, hein, c'est plus à partir de 2006, 2007, 2008. Parce que je crois que c'est 2006 la sortie des corps de duo. Sinon, j'ai pas précisé, mais c'est Pentium 4, hein, c'est Intel. Hein. Par contre, au niveau de AMD, on avait à l'époque les Athlon, notamment l'Athlon 64. Mais bon, la plupart du temps, à cette époque-là, c'était le Pentium 4. Hein. De toute façon, on va pas se mentir, mais AMD a galéré énormément à cette époque-là, et puis jusqu'en 2017 à la sortie des Ryzen, parce que vraiment, AMD était loin de dominer le marché des processeurs. Hein. Mais heureusement, en 2017, il y a les Ryzen qui sont apparus, qui sont d'ailleurs d'excellents processeurs, et qui ont remis un petit peu Intel dans la concurrence. Et AMD en selle. Donc voilà pour ce qui est des processeurs. Au niveau des cartes mères, c'était des cartes mères bien particulières, typiques de cette époque. C'est ces fameuses cartes mères vertes, un petit peu bas de gamme là, qui sont très vite reconnaissables. Pourquoi je dis vertes et bas de gamme? C'est parce que ça se voit que c'est du bas de gamme au niveau des composants, etc. Et c'est vert, souvent parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier à atteindre le plastique, parce que ça coûte des sous quand même, ou alors parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du plastique teint, etc., etc. Donc c'est pour ça que souvent elles sont verdâtres et que vous pouvez facilement reconnaître les cartes mères bas de gamme comme ça. Donc du coup c'était des cartes mères en général en socket 478 ou 775 la plupart du temps. Et donc avec au niveau des connectiques on avait encore du PS2 mais il y avait quand même de plus en plus d'USB. Donc à savoir aussi au niveau des sockets que sur le socket 478 les pins sont sur le processeur et sur le socket 775 ils sont sur la carte mère. Sinon, évidemment, c'était de l'USB 2.0, hein. Donc voilà pour ce qui est de la carte mère. Donc c'est vraiment les cartes mères bas de gamme de cette époque qu'on peut très facilement reconnaître à leur couleur verdâtre. Et évidemment, c'était du no-name, hein. À l'époque, on n'avait pas ASRock, etc., etc. C'était vraiment des cartes mères no-name. Je parle ici pour les PC un petit peu d'entrée de gamme, familiaux, etc. Je parle pas des PC que vous achetiez pour le professionnel ou quoi. Même si pour beaucoup de PC pour le professionnel, notamment les Dell Optiplex, c'était quand même ces vieilles cartes mères pourries de l'époque. Mais ces vieilles cartes mères pourries vont nous rendre un assez gros service, je vous en reparlerai après. Spoiler, c'est au niveau des NAS. Donc ensuite, pour ce qui est de la RAM dans les PC de 2005, c'était de la DDR. On avait encore un peu de SDRAM, mais c'était de la DDR. La DDR2 n'était pas encore sortie, hein. La DDR2 c'est 2008 il me semble.
Oui, c'est ça, c'est 2008. Je regarde mes notes en même temps. C'est l'époque des cordes duo, hein, parce qu'avant, on n'était pas supporté. Et puis, de toute façon, elle n'était même pas encore sortie. Au niveau de la capacité, on était entre environ 512 mégas et 2 gigas. On avait plus, mais surtout dans le domaine du professionnel. Pour le particulier, ça montait pas au-dessus de 2 gigas, il me semble. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver en RAM. Sachant que souvent, tous les slots n'étaient pas peuplés dans les ordi déjà montés. Donc vous pouvez en rajouter facilement. On verra ça plus tard aussi. Et donc voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver au niveau RAM dans les PC de 2005. Qui est du GPU, bien souvent c'était le GPU intégré soit à la carte mère, soit directement dans le processeur. En général à l'époque c'était une puce graphique sur la carte mère, hein, parce que le processeur a intégré un IGP après. Hein. Il me semble, en tout cas, il faudra que je vérifie l'information. Je crois que de toute façon pour cette vidéo je ferai des notes d'intention, hein, si je me suis gouré quelque part, je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais voilà. Donc effectivement GPU intégré pour la plupart des ordis. Sachant qu'il y avait quand même des ordi un petit peu plus haut de gamme ou pour l'entreprise qui avait un GPU sur une carte graphique dédiée, quoi. Ensuite, au niveau boîtier, c'était très très low cost à cette époque. Il y avait beaucoup de plastique. C'était du boîtier pas du tout ventilé. En même temps, à cette époque-là, ça chauffait pas beaucoup. Il y avait quand même déjà du ventirad, hein, à prendre en compte qu'il y avait du ventirad, il y avait déjà un ventilo dans la lime, etc. Et il y avait des fois un ou deux ventilos devant, sur la façade de l'ordi. Donc c'était le début de l'ATX, hein, là c'est l'époque où on abandonne l'AT et on passe à de l'ATX. Je crois que la transition s'est fait début 2000. Et donc début ATX dit fin des boîtiers souples, les fameux boîtiers souples qui se tordaient trop facilement. Ces fameux boîtiers AT ultra bas de gamme qu'on trouvait bradés à 0,01 euro. Merci Gloop, ça fait 1 centime, je raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Et donc ça c'est cool parce que ces boîtiers souples c'était vraiment de la daube pour ne pas devenir impoli. Et donc c'est quand même des boîtiers un petit peu plus qualitatifs qu'avant. C'est l'époque où on commence un petit peu à se rendre compte de l'utilité d'un boîtier qui fait pas de vibration et qui est bien ventilé. Même si la ventilation custom, etc. n'arrivera que plus tard dans les années 2010. Et à prendre en compte aussi qu'à cette époque, il y avait un lecteur de CD façade pour à peu près tous les ordi, hein, parce que le CD c'était un des supports de prédilection. Je sais pas s'il y avait de la clé USB, il y en avait peut-être un peu, mais c'était le début des clés USB, je pense. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'étaient les boîtiers à cette époque-là. Au niveau de l'alimentation, donc en 2000-2005, on était sur de l'ATX, encore avec les prises Molex et tout qui sont restées aujourd'hui, hein, mais on est passé sur du SATA, enfin sur du SATA alimentation quoi. Donc à l'époque c'était du Molex, hein, et du mini Molex, je sais plus comment on appelle ça là pour les lecteurs de disquettes, parce qu'à l'époque il y avait encore des lecteurs de disquettes. Hein. La disquette commençait à être plus beaucoup utilisée à cause des clés USB et des CD, mais c'était encore pas mal utilisé, notamment dans le domaine de l'entreprise, avec les Dell Optiplex, qu'on parlera encore une fois plus tard. Donc à cette époque-là, on dépassait rarement les 300, 350, 400 watts, hein, sauf dans le domaine des grosses machines professionnelles, etc. Mais la plupart du temps, c'était à peu près dans ces eaux-là. Et enfin, pour le disque dur, c'était du HDD, hein, évidemment, à l'époque, hein, du disque dur mécanique. Il n'y avait pas encore les SSD. Et donc, c'était du HDD pas mal encore en IDE, en PATA, si vous préférez, parallèle ATA. Donc, cette fameuse nappe horrible, bas de gamme, dégueulasse, là, qu'on avait à cette époque-là. Pour rester poli, encore une fois. Et on commençait quand même à voir l'arrivée du SATA qui est apparu pareil dans ces eaux-là 2000-2005 pour remplacer le PATA, mais qui était présent à cette époque-là pour le HDD, hein, surtout. On n'avait pas encore vraiment de lecteur CD, etc. en SATA. Donc au niveau des capacités du disque dur, ça dépassait rarement les 100 Go, hein. La moyenne c'est 60-80 Go. Ça vous fait rire parce que maintenant 60-80 Go c'est la RAM pour certains quoi. À l'époque c'était 2. Mais donc voilà, on dépassait rarement les 100 Go. Sachant que c'était amplement suffisant pour les besoins de l'époque, hein. Les fichiers pesaient moins lourds, etc. Mais maintenant, effectivement, ça peut commencer à faire peu. Mais après, vous pouvez en rajouter, hein, bien sûr. Bon, pas dans les Dell Optiplex, mais genre dans les PC un peu pas de gamme de l'époque, il y avait facilement d'autres ports SATA non utilisés. Mais par contre, qui dit SATA dit quand même un débit un petit peu plus haut que l'IDE, ça c'est pas si mal. Donc voilà, je vous ai dressé un peu un portrait des PC des années 2005-2010, grand maximum, hein. On va dire 2005 en moyenne. Donc par extension un portrait des PC que vous allez le plus trouver en récupération, notamment en déchetterie ou en entreprise. Donc maintenant vous savez à peu près ce que vous pouvez trouver en récupération, sachant que j'en ai pas parlé encore, mais au niveau des marques, parce qu'on avait pas mal de PC de marque à l'époque, maintenant ça existe moins, bien que ça existe encore, mais au niveau des PC Tour c'est quand même plutôt des PC montés maintenant qu'on a. Donc on avait pas mal de Lenovo, Dell, Fujitsu, etc. On en avait
pas mal de fabricants différents, hein. Je crois que Packard Bell avait déjà fermé à cette époque-là, encore heureux. Sinon, il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup, de PC no-name, genre vendus à Carrefour ou ce genre de truc. Bon, ça allait bientôt plus exister, mais voilà, ça existait encore à cette époque-là, il me semble. Hein. Donc ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez trouver en récupération. Et maintenant, on va passer à un autre sujet qui est un petit peu en rapport, mais pas tout à fait. C'est ne pas prendre de PC trop rétro. Et qu'est-ce qu'on peut trouver en PC vraiment rétro pour du rétro computing en récupération. Donc maintenant, on va parler vite fait de rétro computing. Donc qu'est-ce que vous pouvez trouver en rétro computing en récup? En fait, vous pouvez trouver absolument tout. Notamment sur le Bon Coin, il y en a qui sont complètement tarés, qui vendent des énormes lots d'ordi 486, etc. Donc globalement, ça va du i386 aux ordi de nos jours en récupération. Mais ce que je vous conseille d'éviter de prendre, si vous voulez vraiment vous en servir tous les jours, etc., ne prenez pas en dessous des années 2000. Ne prenez pas en dessous du Pentium 4, en gros, parce que ça va être des PC qui vont trop ramer, qui n'auront pas assez de RAM, et vous pourrez rien en faire, même en faisant des mises à jour, etc. En rajoutant de la RAM, ça va être compliqué de les sauver. Par contre, si vous vous intéressez au rétro computing, vous allez trouver l'embarras du choix. Notamment, je vous conseille Le Bon Coin, où on trouve facilement des 486 ou ce genre de trucs. eBay, si vous cherchez une pièce particulière, ou même les vides-greniers, etc. Les autres milieux. Et l'entreprise, si vous voulez vraiment du très vieux, mais il faut avoir de la chance. Donc vous trouverez facilement du 486, Pentium 1, Pentium 2. En général, c'est sous Windows 3.1. Puis sous Windows 95-98, éventuellement du Windows NT. Windows Millennium est assez rare par contre. Alors pour tous ceux qui vont dire que oui, c'est nul, de toute façon on peut plus s'en servir, il n'y a même pas un giga de RAM et tout. Oui, on est d'accord. Là on parle de rétro-computing, c'est-à-dire la passion de récupérer des vieux PC, très très vieux PC, juste pour le fun en fait. Hein. Vous n'allez pas vous en servir tous les jours pour regarder vos mails ou quoi. Hein. Même mamie qui regarde ses mails une fois par mois, elle n'en voudra pas tellement c'est lent. Mais là où c'est marrant, juste petit aparté, c'est que ces ordis pourris des années 85, 90, 95 maximum, avec i386, etc., Windows 3.1, c'est quand même une époque assez avancée de l'informatique finalement. Ça vous fait rire hein, quand je dis ça, parce que les jeunes comme moi, en général, on n'a jamais touché à cette époque, et ça nous paraît des dinosaures super anciens, etc. Mais par rapport au supercalculateur ENIAC de 1950, ou alors à la machine de Turing, il y a quand même du progrès, moi je trouve. Donc c'est vraiment un âge très avancé de l'informatique, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a gagné énormément en puissance depuis ces années-là, mais par contre au niveau technique c'est la même chose, hein, c'est juste c'est plus miniaturisé. En général, hein, il y a quand même eu quelques avancées technologiques, mais la plupart du temps c'est ça, hein, c'est juste miniaturisé, donc il y a plus de puissance. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette période-là, des boîtiers AT, etc., il y a un très bon Blabla IT de la taverne de John, qui est une très bonne chaîne Peertube sur l'informatique, que je vous conseille vivement, qui est 10 fois plus compétent que moi, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est à lui que j'ai un petit peu piqué le concept de mon PC Blabla. Hein. À la base, c'est un de ces Blabla IT qui m'a donné l'idée. Après, mon fonctionnement à moi est pas tout à fait pareil, parce que je retrace pas l'histoire non plus, c'est un petit peu différent. Et puis, ça sera pas exactement sur le même sujet. Puis de toute façon, j'ai 19 abonnés, donc je pense pas que ça le dérange trop. J'essaie carrément de me justifier là. Mais enfin bref, allez voir sa chaîne, c'est super cool. Et puis cette vidéo sur les boîtiers AT qui dure plus de 3 heures est vraiment ultra intéressante. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le rétro-computing et la récup. Maintenant, on va passer aux pannes récurrentes que vous pouvez trouver sur les ordis que vous récupérez. Sachant qu'il y en a pas mal, hein, ça a rempli une moitié de feuilles là, de mes notes. Je vais essayer de faire ça assez concis et clair, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc déjà, tout simplement, quand vous récupérez des machines, c'est tout à fait possible qu'il manque un composant dedans. Donc je vous invite à le remplacer tout simplement par un composant qui marche, de préférence. Si c'est la carte graphique, etc., et que la carte mère a une sortie vidéo, vous avez peut-être pas besoin de rajouter une carte graphique, hein, parce que de toute façon, ça va pas vous rajouter beaucoup de puissance vidéo. Vous n'allez pas jouer à Fortnite avec, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, il peut manquer des composants, il peut manquer la pile CMOS, ou alors la pile CMOS peut être morte. La pile CMOS, en gros, si vous n'avez pas, c'est la pile qui sert à maintenir en vie la mémoire qui garde les paramètres du BIOS. Il y a de fortes chances qu'elle soit morte et que donc la date ait été remise à zéro, soit remise à zéro à chaque démarrage. Donc ça, il suffit de la changer. Souvent, l'ordi ne veut pas booter quand il n'y a pas la pile, mais il suffit d'appuyer sur une touche pour qu'il boote quand même. Mais je vous conseille vivement de la changer parce que sinon, l'ordi, s'il n'est pas connecté à Internet, ne synchronisera pas sa date comme il faut.
il y a ma montre qui sonne, c'est génial. Voilà, la pile CMOS et les composants qui y manquent, c'est un truc assez fréquent. Sinon, il peut y avoir aussi beaucoup trop de poussière dedans, hein, notamment j'ai vu des trucs, il y avait tellement de poussière, ça avait été stocké dans un garage, et il y avait tellement de poussière que les ventilos tournaient plus, pour vous dire. Ça fera l'objet d'une rubrique spéciale dans la vidéo. Putain, je suis loin de l'avoir fini, hein, la vidéo, à mon avis, elle va durer plus d'1 heure, là. Mais donc, voilà un petit peu les pannes récurrentes que vous pouvez rencontrer. Après, on va faire un petit peu du cas par cas. Donc attention, petit guide de dépannage express quand vous récupérez quelque chose. Déjà, s'il ne démarre pas, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vérifiez le bouton Start. Si le bouton Start est bien raccordé à la carte mère comme il faut, et s'il n'est pas cassé, le bouton Start, je parle du bouton qui est sur la façade de l'ordi. Vous pouvez aussi vérifier si votre alim est bien allumé derrière, c'est quand même pas très long à faire, et des fois il y en a plein qui l'oublient. Mon ordi il s'allume plus, comment ça se fait? Enfin bref, je suis un peu mesquin là, faut que j'arrête. Donc ensuite la lime peut être morte, c'est assez rare mais bon ça peut être souligné quand même, il y a un condensateur qui a pété dedans, hop là elle est morte. Sinon éventuellement si le processeur est abîmé, l'ordi peut tout simplement refuser de démarrer. Quand je parle de ne démarre pas, c'est vraiment genre vous appuyez sur le bouton, il se passe rien. Deuxième cas de figure, il démarre mais pas d'image, tous les ventilateurs s'allument etc, ça fait bip 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 mais il n'y a pas d'écran. Donc ça peut déjà venir de votre écran qui est mort, hein, vérifiez votre écran avec un autre ordi si possible. Ça peut venir du GPU intégré à la carte mère ou du GPU dédié qui est mort. GPU c'est le processeur graphique, hein, voilà. Ça peut être dû à la carte mère qui est morte aussi, mais c'est assez rare. Sinon, si il n'a pas de RAM, il va démarrer, mais il va faire un code d'erreur avec le buzzer ou la LED de la carte mère et il n'y aura pas d'image. Donc les codes d'erreur, ça c'est un truc qu'il faut beaucoup regarder. Les codes d'erreur, souvent c'est avec un buzzer à cette époque-là, c'est-à-dire tu as un buzzer qui fait bip 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 bip. Voilà, ça fait un code d'erreur et donc vous allez voir les références des différents codes d'erreur sur le site du fabricant du PC s'il existe encore. Sinon s'il n'existe pas, je suis désolé, je peux rien faire. Mais donc voilà, les codes d'erreur, c'est assez important à prendre en compte. Et troisième cas de figure, il démarre, tout va bien, vous pouvez accéder au BIOS, mais par contre il boot pas, il refuse de booter, et souvent il dit no disque bootable, ou je me rappelle plus du message, enfin bref. Ça peut avoir plusieurs causes. Déjà, le disque dur peut avoir des secteurs morts, ce qui fait que du coup le PC ne peut pas booter. Les secteurs morts, ça peut être dû à des chutes notamment. Sinon, ça peut être dû au fait que tout simplement il n'y a pas de support bootable. Genre il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de CD ou quoi que ce soit. Sinon, ça peut être dû au fait aussi que tout simplement il n'y a pas d'OS. Il y a un disque dur, tout va bien, mais il n'y a aucun OS dessus, donc forcément il peut pas booter. Ou alors ça peut être un problème de BIOS, c'est assez rare, mais j'ai déjà vu des problèmes de BIOS avec ça qui bootent pas sur mon périphérique, et donc il faut aller dans le BIOS modifier la boot séquence. Et pour tous les autres problèmes que vous pouvez avoir, je vous conseille d'aller dans la description, je vous mettrai un PDF qui explique un peu la démarche qu'il faut avoir quand un ordi a des problèmes pour le réparer. Surtout pour diagnostiquer la panne en fait. Donc voilà, ça c'était en gros pour le dépannage des ordis récupérés. Maintenant, je voulais passer un petit peu sur le cas des Dell Optiplex, qui étaient des PC très présents dans les années 2005-2010 dans le milieu de l'entreprise. Donc c'était des PC vraiment pas mal pour l'époque, donc ça a commencé dans du Pentium 4, et petit à petit ça est passé vers du Core de Duo, et puis après Core i3, Core i5, Core i7, ça existe encore aujourd'hui, hein. On a même des PC tout en un avec tout intégré dans l'écran. Et donc ça a comme particularité d'être un truc très propriétaire, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est des PC qui étaient très propriétaires avec des racks spéciaux pour les disques durs, etc. Le refroidissement aussi est très propriétaire. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de ventirad mais qui souffle à l'horizontale avec un gros refroidisseur en alu et qui collait plus ou moins au processeur, mais des fois c'était à moitié sur le processeur, enfin c'était pas toujours extrêmement bien fait. Mais donc ça c'est un petit peu des PC que vous trouverez très très facilement dans le milieu de l'entreprise, les Dell Optiplex. Alors par contre quand je vous dis que c'est très propriétaire, par exemple j'ai essayé de changer de la RAM dans un Dell Optiplex avec un Pentium 4 l'autre jour, et c'était pas de la RAM Dell, donc il l'a absolument pas accepté, hein. Il acceptait que la RAM d'origine. Du coup j'ai été obligé d'aller démonter un autre Dell Optiplex pour avoir la RAM qui était dedans. Donc c'est quand même un truc assez chiant au niveau de ça. Même l'alimentation elle est en espèce de forme d'escalier pour laisser passer les câbles. Enfin c'est assez étrange, mais bon en même temps ça fonctionne plutôt bien, donc on va pas se plaindre. Au niveau du socket on est sur du 775 hein, pour les Pentium. Après on est passé sur les sockets plus récents d'Intel, mais je crois que j'ai jamais vu de... Déjà c'est presque tout le temps du Intel, j'ai jamais vu avec du AMD. Et j'ai jamais vu du socket 478 pour les Pentium en tout cas, hein. C'est quand même pas des PC très très vieux. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un portrait de ces Dell Optiplex qui sont des PC pas mal du tout, notamment si vous voulez faire
un petit PC de bureau ou pour le salon, pour du multimédia ou pour consulter les mails, enfin une occupation plutôt familiale quand même. C'est pas des PC pour le jeu, hein, de toute façon. Notamment, vous récupérez sur eBay un Dell Optiplex avec un Core i5, Core i3 et ça vous fait un assez bon... faut rajouter un peu de RAM, ça vous fait un assez bon ordi de bureau. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo, notamment avec l'histoire du socket 775 où on peut mettre un Xeon. Mais donc voilà pour ce qui est des Dell Optiplex. Pour vous donner une idée, c'était les PC notamment que j'avais dans mon collège. Donc c'est vraiment des PC qui sont pas vendus pour le grand public. Hein, c'est soit dans des entreprises, soit dans du milieu scolaire. Donc voilà, pour cette première moitié de vidéo, j'ai fait un petit peu le tour de ce que vous pouviez trouver en récup dans les différents domaines, les pannes récurrentes, etc., le PC des années 2000. Donc ça vous donne une très bonne idée, j'espère en tout cas, de ce que vous pourrez trouver. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, parce que c'est quand même une vidéo plus ou moins en deux grosses parties, deux gros thèmes différents. Et ce thème, ça va être comment stocker et utiliser le matos récupéré, puisque c'est bien beau de récupérer des trucs, mais après, il faut savoir quoi en faire. Donc déjà, gros sujet à aborder, et que peu de gens abordent, en tout cas sur YouTube, je trouve, c'est le problème du stockage, de stocker ce que vous récupérez. Donc déjà, va falloir se demander pourquoi on stocke, dans quel but on stocke du matériel informatique, parce qu'on va pas stocker pour stocker, hein. D'ailleurs, je vous déconseille de faire ça. Si vous avez rien à faire dans le futur ou quoi, ça sert à rien de stocker du matériel, il faut en faire quelque chose. Moi, effectivement, j'ai un petit peu ce syndrome de stocker du matériel et rien en faire. Mais j'essaye quand même de toujours faire des choses avec, de récupérer ce que je peux, etc. Déjà, tous les PC que je récupère, en général, la plupart du temps, si c'est totalement non fonctionnel, j'y démonte et je garde ce que je peux garder. Donc voilà, pour moi, ça c'est très important de savoir quoi faire du matériel que vous stockez, de ne pas stocker juste pour stocker. Et si vous avez du mal avec ça, je vous conseille d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo ou d'utiliser la fonction chapitre de YouTube, puisque c'est les sujets que je vais aborder après. Mais pour l'instant, on se concentre sur le stockage. Donc pour le stockage, un autre conseil aussi assez important, c'est ne faites pas du stockage temporaire dans des caisses en vrac. Si vous voulez garder du matériel pour qu'il soit toujours fonctionnel après, il faut vous prévoir un bon stockage qui marche bien, etc. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut pour avoir un bon stockage bien durable et qui n'abîme pas les composants et le matériel. Donc déjà, le truc très important qu'il va falloir éviter, c'est la poussière. Si vous voulez éviter de bousiller le matériel, c'est la poussière qu'il va falloir éviter, et ensuite l'humidité. Alors je sais que même tiré de mon expérience, j'ai déjà retrouvé des cartes mères ultra crasseuses, toutes pleines de poussière, de suinte, de je sais pas quoi, et que je les ai lavées, elles marchaient très bien après. Mais quand même, pour éviter d'abîmer votre matériel, il vaut mieux être précautionneux pour être sûr de ne pas avoir des problèmes après. Donc déjà, pour ce qui est des tours en elles-mêmes, le seul conseil que je peux vous dire, en gros, c'est éviter les chocs, éviter dans les garages plein de poussière et plein d'humidité avec des rats qui courent partout, enlever la poussière de temps en temps et ça ira très bien. Le boîtier protège quand même pas mal de la poussière et des intempéries, mais évitez d'y mettre dehors en plein milieu de la cour ou quoi non plus. Donc pour ce qui est des composants seuls, par contre, il y a quelques petits trucs à faire gaffe. On va commencer par le CPU, le processeur. Le mieux reste l'emballage d'origine de toute façon, hein, pour tous les composants quand ils sont un peu récents, le mieux reste l'emballage d'origine, je le réexpliquerai à la fin. Et donc pour le CPU, il y a plusieurs trucs à faire gaffe. Déjà, il faut surtout faire super gaffe pour ceux qui ont les pins sur le processeur, de bien éviter de tordre les pins, parce que vous tordez un seul pin, si vous n'arrivez pas à le redresser, le processeur il est foutu. Hein. Le processeur il a très peu de chances de tomber en panne. Par contre, si vous cassez ou si vous tordez un pin et que vous n'arrivez plus à le remettre, là c'est totalement mort. Hein. Et vous pouvez pas ressouder un pin dessus ou quoi, c'est pas possible. Après, vous pouvez mettre un emballage isolant de préférence pour éviter l'électricité statique, mais franchement, ça vaut pas trop le coup pour du processeur, il n'y a pas trop de risques, je pense. Donc ensuite, pour tout ce qui est carte mère, barrette de RAM, carte graphique, enfin bref, tout ce qui est PCB, en gros, le truc qu'il faut faire gaffe, en gros, c'est éviter de rayer des pistes, de couper des pistes, parce que ça, c'est dur, si ce n'est impossible à réparer. S'il y a des composants foutus, encore ça peut se remplacer, mais les pistes coupées, c'est un truc, notamment sur le carte mère, qui est très embêtant. Donc le mieux pour ça, ça reste le sachet plastique, et évitez de les empiler si possible, surtout si vous les sortez et rentrez régulièrement. C'est possible que ça raye, en fait que les pins de la carte mère du dessus rayent celle du dessous. Mais sinon, il n'y a pas d'autre chose qu'il faut faire gaffe. Si quand même, notamment pour les barrettes de RAM, le sachet antistatique c'est pas mal.
quand même, parce que notamment si vous voulez, encore une fois, si vous voulez bouger régulièrement, etc., c'est la friction qui crée l'électricité statique. Donc si vous pouvez éviter l'électricité statique, c'est pas mal. Après, franchement, si vous les mettez dans des petits sachets individuels, toutes seules, séparées par contre, franchement, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait de l'électricité statique et que ça grille un composant, à mon avis. Et puis au pire, bon, les barrettes de RAM, c'est un peu chiant, mais sinon, les autres composants, si vous grillez un composant et que c'est pas une puce, vous pouvez le remplacer. Si vous avez un petit fer à souder et tout, ça va très bien. Donc voilà pour tout ce qui est PCB. Maintenant, pour ce qui est des disques durs, c'est un petit peu particulier, puisque bon, le sachet antistatique, vous pouvez, mais franchement, il n'y a peut-être pas besoin. Juste si vous les mettez empilés ou dans des petits sachets plastiques, ça suffira. Par contre, essayez de les stocker à l'horizontale, pour éviter que la tête rip, et surtout, évitez les chocs. Parce qu'un petit choc et la tête de lecture elle rip, hop là, vous avez des secteurs morts. Donc évitez vraiment les chocs quand vous stockez ou déplacez des disques durs. Pour tout ce qui est alimentation, lecteur CD, DVD, machin, truc, disquette, etc., franchement, ça craint rien. Du moment qu'elles prennent pas trop la poussière et qu'il pleut pas dessus, ça devrait aller. Donc empiler dans des boîtes, ça va très bien. Et enfin, pour tout ce qui est câbles et autres connectiques, etc., franchement, moi je les stocke dans des grosses boîtes, ça va très bien. Pareil, éviter la poussière et l'humidité, mais ça, je crois que c'est le truc qui craint le moins. Voilà un petit peu mes petits conseils pour stocker des composants. Maintenant, le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est utiliser les emballages d'origine. Parce que les emballages d'origine, bon, alors les vieux des années 90, non, mais à partir des années 2000, 2005, 2010, les emballages d'origine sont prévus pour supporter les chocs et la poussière, etc. Donc ça protège vraiment bien vos composants. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'achète ou je récupère un composant et qu'il est avec sa boîte d'origine, eh ben, je garde la boîte d'origine, comme ça me permet de le stocker. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet lié à la récupération, c'est comment nettoyer les composants. Comment nettoyer vos tours, nettoyer les cartes mères, nettoyer les disques durs, etc. Il y a des petites astuces assez importantes à connaître. Donc déjà, premier truc très important pour tout ce qui est pâte thermique séchée, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'alcool, genre alcool à brûler, ou de toute façon, il y a plein d'astuces différentes, etc. Et si vraiment ça part pas, le white spirit, mais le white spirit, évitez parce que ça laisse un filet gras. Plutôt l'alcool, etc., ça ira mieux et ça n'enlèvera pas la dissipation. Donc plutôt avec des détergents, de toute façon. Attention à ne pas gratter, contrairement à ce que font beaucoup de gens. Gratter, faut surtout pas parce que cela diminue la dissipation. Si vous rayez le dissipateur et le processeur sont moins collés et donc forcément ça se dissipe moins bien. Donc évitez absolument de gratter avec un tournevis ou ce genre de choses. Même, vous savez, il y a certains overclockers passionnés et tout qui polissent le processeur et le ventirad pour que ça ait une meilleure dissipation. Donc si vous rayez, ça fait exactement l'effet inverse. Donc voilà, pour la pâte thermique séchée détergent. Pour ce qui est de la poussière, je vous conseille l'aspirateur, ça marche très bien, ou à l'inverse la soufflette. Je sais pas si ça se dit soufflette, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est ces petites bombes qui permettent de faire pchit, pchit, et puis ça souffle de l'air très fort. Ça, c'est un truc qui est extrêmement pratique pour enlever la poussière, notamment des ventilos. Évitez, si possible, de souffler vous-même avec votre bouche, parce que vous allez mettre un peu des postillons dedans, mais bon, après, c'est pas bien grave, mais surtout, évitez de faire ça en fonctionnement, quoi, on sait jamais. Mais bon, il n'y a pas trop de risques, normalement. Évitez surtout d'épousseter avec un plumeau ou ce genre de choses, parce que ça va faire plein de friction et ça va faire plein d'électricité statique, et ça, c'est un truc qu'il faut surtout éviter. Donc évitez vraiment le plumeau, allez-y en soufflant avec une soufflette ou en aspirant avec un aspirateur. Ensuite, pour les cas vraiment graves de grosses crasses qu'on n'arrive pas à enlever, ou genre les piles qui coulent, ce genre de choses, dans ce cas-là, si vraiment vous n'arrivez pas avec les détergents, ou alors avec les soufflettes, etc., je vous conseille d'y aller avec de l'eau et du savon, carrément. Je vous mettrai une vidéo de la taverne de John John dans la description qui explique ça très bien, que vous pouvez voir à l'écran aussi. Alors, avec de l'eau, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque si vous coupez totalement l'alimentation et que vous enlevez la pile CMOS. Alors par contre, vous allez perdre l'information du BIOS, mais bon, la plupart du temps, dans les PC de récup, de toute façon, elle est déjà morte, la pile CMOS. Mais donc, vous enlevez la pile CMOS, vous coupez l'alimentation, et après, vous pouvez y aller avec du savon, etc. En faisant super gaffe de tordre aucun pin, par contre. Ça, c'est très important. Et après, par contre, il faut bien faire sécher. N'y allez pas en frottant avec un torchon. Laissez le composant égoutter pendant longtemps et pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que vous soyez sûr et certain qu'il soit totalement... Et éventuellement, vous pouvez le sécher avec un sèche-cheveux, mais évitez de frotter, parce qu'encore une fois, ça fait de l'électricité statique. Mais donc, vous pouvez quand même y aller avec de l'eau si vraiment vous n'y arrivez pas. En respectant un petit peu ces conseils, je vous mettrai donc la vidéo de la taverne de John John dans la description, qui montre comment il fait lui.
Donc effectivement, depuis un petit moment déjà, je parle régulièrement de l'électricité statique. Faut savoir, moi je suis pas du tout à paniquer de l'électricité statique, hein. Quand je monte un PC, je touche la boîte, c'est amplement suffisant. J'ai pas de bracelet antistatique, etc. Je m'en fous complètement. Mais c'est juste que quand vous frottez, en fait, c'est vraiment la friction qui provoque l'électricité statique. Et donc évitez de frotter vraiment. Après, dans ma vie, j'ai dû en cramer genre un ou deux, hein, de composants avec de l'électricité statique. Franchement, il n'y a pas énormément de risques, mais je préfère vous insister un petit peu là-dessus pour être sûr que vous n'ayez pas de problème. Donc voilà pour tout ce qui est nettoyage, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la taverne de John John dans la description. Maintenant on va passer à un autre sujet très important, qui est remettre en état pour l'utilisation quand vous récupérez un PC qui n'est pas trop vieux de préférence, comment le remettre en état pour qu'il puisse servir. Donc premier truc que vous pouvez faire déjà, si c'est pas un ordinateur trop propriétaire, vous pouvez rajouter de la RAM. Sachant que, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça dépasse pas la DDR. En général, on récup la DDR. Des fois, ça va sur de la DDR2, mais c'est assez rare. Très peu de DDR3, hein. Très peu par contre. Donc vous pouvez en général rajouter de la RAM. En général, tous les slots ne sont pas peuplés, hein. C'est assez rare les ordi où tous les slots sont peuplés. Sauf les ordi un petit peu propriétaires, encore une fois, ou d'entreprise. Donc moi, je considère que la plupart du temps, pour une petite utilisation, 2 Go peut amplement suffire avec un système assez léger, j'en reparlerai plus tard. Mais si vous mettez un Windows 10 ou ce genre de truc, allez jusqu'à 4 Go, parce que 2 Go, c'est quand même assez ric-rac. Évitez les 2 Go. Bon, je sais que si vous avez de la DDR, c'est un peu compliqué de monter au-dessus de 2, mais... Enfin, je suis même pas sûr que ce soit vraiment faisable. Mais voilà, essayez d'en mettre le plus possible. De toute façon, je pense que les PC en dessous de 2008, 2007, peut-être 2005, ça va être compliqué de les faire tourner sous Windows, hein. Deuxième truc que vous pouvez faire, c'est mettre un disque dur plus gros, parce que à cette époque-là, ça dépasse pas les 80-100 Go. Donc vous pouvez mettre, si c'est du SATA, hein, parce que si c'est de l'IDE, vous ne pourrez pas monter plus haut que ce qu'il y a déjà. Mais si c'est du SATA, vous rachetez un petit disque dur de 500 Go. La technologie n'a pas évolué depuis, hein, c'est juste la capacité qui a augmenté, mais sinon la technologie c'est la même. Donc ce sera forcément compatible normalement. Et puis en plus ça vous fera plus d'espace après. Si c'est du SATA et que c'est pas trop vieux, vous pouvez remplacer le disque dur par un SSD pour que le système aille plus vite. Mais franchement, pour un ordi de cette puissance, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup la différence. Ensuite, truc très important à faire si vous voulez mettre à coup de jeune à un vieux PC, c'est changer le système d'exploitation qu'il y a dessus. En général, c'est Windows XP à cette époque-là, pour un système plus léger. Alors vous pouvez upgrade le Windows, genre mettre un Windows 7 ou Windows 10, mais franchement ce sera trop lourd pour la machine, et en plus vous allez devoir probablement payer une licence, et de toute façon pour Windows 7 le support n'est plus là. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un Linux, par exemple l'Ubuntu. L'Ubuntu c'est un système Linux, une distribution Linux qui est très légère, sur l'environnement de bureau LXDE. Et donc je vous conseille pas mal l'Ubuntu pour des assez vieilles machines. Il va très bien tourner. Normalement, pour vous dire, moi je l'ai fait tourner déjà avec des machines avec 512 mégas de RAM. Donc c'est vraiment un truc très léger. Si vraiment c'est encore trop lourd, bah, je vous conseille soit de changer votre machine parce qu'elle est trop vieille, hein, vous pourrez rien en faire. Soit si vraiment vous voulez garder cette machine, la remettre à neuf, etc. Vous la remettrez pas à neuf, mais vous pourrez vous en servir un peu quand même. Mettez l'OS sur un support bootable, genre une clé USB, ce qui devrait améliorer un petit peu les performances normalement. Donc voilà pour ce qui est en gros de mettre un système d'exploitation plus léger. Je ferai une vidéo dédiée pour montrer comment on installe l'Ubuntu sur un vieux PC, justement sur un Dell Optiplex, c'est prévu. Mais sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire au niveau du système d'exploitation. Donc voilà pour ce qui est de mes petits conseils pour remettre au goût du jour une machine. Si vraiment avec tous ces conseils vous n'avez pas réussi à remettre votre machine à jour, ça veut dire qu'elle est trop vieille, hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais si avec tous ces conseils vous n'arrivez pas à avoir une machine qui vous permet d'aller sur internet correctement, sans ouvrir, sans onglet comme un gros porc non plus, mais une petite machine sympathique qui fait un petit peu de bureautique, etc. Si vous n'arrivez pas à faire ça avec tous ces conseils, votre machine est trop vieille. Et c'est en lien avec un petit point que je vais aborder maintenant, c'est pas trop rétro non plus, si vous voulez mettre à jour. Donc pourquoi pas trop rétro? Parce que quand même depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de vous dire que la récup c'est trop bien et qu'il faut absolument sauver toutes les machines de la déchetterie. Je dis pas trop rétro parce que j'ai vu déjà plusieurs personnes qui s'accrochaient à un vieil ordinateur et qui essayaient de le faire fonctionner alors qu'il était trop vieux, trop fatigué pour ça. Notamment une personne qui avait un IBM ThinkPad avec 32 mégas de RAM
et qui essaie de le tirer pour le faire fonctionner, etc., en rajoutant de la RAM, etc. Mais en fait, à un moment, il faut lâcher quand même, hein. Si vraiment la machine est trop vieille, il faut pas essayer de la faire fonctionner non plus. Trouver quelqu'un qui est passionné de rétrocomputing, ça lui fera super plaisir. Mais si la machine est trop vieille pour fonctionner avec nos standards de maintenant, elle est trop vieille. Donc voilà, faut pas tomber non plus dans le stockage compulsif. Stockage compulsif, c'est mon expression pour dire quand tu stockes trop alors que t'en fais rien, quoi, en gros. Donc voilà, c'était une petite mise en garde. Maintenant, on va pouvoir continuer la suite de la vidéo avec d'autres petites utilisations de PC de récupération. Donc un premier, entre guillemets, hack que vous pouvez faire et qui est assez intéressant, c'est avec les sockets 775, tous les PC avec socket 775, sachant que ça peut être du Pentium, du Core de Duo, etc. Eh ben, le socket 775 est assez proche du socket 771, et le socket 771, c'est le socket des Intel Xeon. Et donc, il y a une petite technique pour mettre un Xeon sur un ordi qui est à la base prévu pour mettre un Pentium 4 ou un Core de Duo. Donc ça permet plusieurs choses, ça permet déjà de gagner un petit peu en fréquence, et surtout, les Xeon, c'est des processeurs d'assez bonne facture, et c'est du multicœur en plus. Donc, on a l'avantage du multicœur qui est très très grand, et en plus, on a l'hyper trading. Donc pour faire ça, il y a plusieurs manipulations à faire. Il faut déjà appliquer un espèce de petit patch sur le processeur, donc sur le Xeon. Ensuite, on le met, et puis il y a quelques manipulations dans le BIOS. Encore une fois, si vous voulez aller voir les vidéos de la taverne de John qui sont dans la description, il l'a fait dans 2 vidéos, de mettre un Xeon sur un 775. Et donc, c'est vraiment assez intéressant à faire, notamment sur des, comme je l'ai dit plus tôt, les Dell Optiplex un peu vieux. C'est des ordi d'assez bonne facture quand même, donc on met un Xeon dessus, et puis on rajoute un petit peu de RAM, et hop, là, on a un PC de bureau qui est assez pratique. Donc pour ce qui est de ça, vous pouvez encore une fois aller dans la description voir les vidéos de la taverne de John si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est sur Peertube, hein. Je sais pas si je l'ai précisé plus tôt, mais Peertube, c'est un peu une alternative à YouTube fonctionnant avec le peer-to-peer. Et donc là, au niveau de la connexion, ça demande un petit peu plus. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, je suis vraiment désolé. Mais pour ceux qui ont la connexion, allez voir sa chaîne, elle est vraiment bien. On se croirait vraiment dans la taverne de John in Love, mais franchement, sa chaîne, c'est là où j'ai appris une bonne partie de ce que je connais en informatique, en gros. Donc voilà, mettre un Xeon sur un socket 775, c'est un truc qui est vraiment pas mal à faire. Si vous remplacez un Core de Duo par un Xeon, vous allez peut-être perdre un petit peu en fréquence, c'est possible, mais pour moi, l'avantage du nombre de cœurs assez élevé, c'est vraiment un très gros avantage, surtout pour une utilisation de bureautique, etc. Et encore une fois, je parle ici d'utilisation assez normale, on parle pas d'ordi de jeu, hein, ni rien, faut pas rêver non plus. Donc maintenant, autre grosse utilité des PC de cette époque-là, de 2005-2010, grand maximum, vous pouvez les transformer pour très très peu cher en NAS. Je vous parle de ça un petit peu parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui se posaient la question de comment avoir un NAS pas cher, et puis surtout sans utiliser les technologies tout en NAS de Synology. Parce que les problèmes des NAS tout fabriqués comme Synology ou les autres vendeurs, le problème c'est que déjà vous pouvez pas rajouter de disque si vous voulez, donc ça c'est chiant déjà pour moi. Et en plus, vous ne connaissez pas bien votre machine et vous aurez beaucoup de mal à la réparer vous-même. Et puis en plus, c'est atrocement cher pour ce que c'est. Parce que je vais vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose en payant rien du tout, juste avec du matériel de récup, et que ça consommera 2 fois moins. Ce sera peut-être un petit peu moins rapide, mais bon, après, pour du stockage de fichiers, c'est pas trop un problème pour moi. Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, je vais redéfinir qu'est-ce que c'est un NAS. Alors un NAS, c'est quoi? C'est un ordinateur optimisé pour le stockage, qui est relié à votre réseau local et éventuellement à Internet. Et donc vous pouvez accéder à ces fichiers depuis tous les appareils connectés à votre réseau local et éventuellement depuis Internet. Et c'est pour ça que ça s'appelle NAS, ce qui signifie Network Attached Storage. J'ai essayé de le dire 20 fois avec l'accent, mais j'ai pas réussi. Donc hop là, sans l'accent, ça va plus vite. Donc ces NAS sont optimisés, comme je l'ai dit plus tôt, pour le stockage de fichiers et utilisent en général la technologie du RAID. Alors le RAID, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet de gagner soit en rapidité, soit en sécurité. Et donc en gros, ça permet de synchroniser plusieurs disques durs ensemble, qu'il y ait de la redondance, etc. Et il y a plusieurs RAID différents. Il y a le RAID 1, le RAID 5, sachant que le RAID 0, c'est le protocole normal utilisé dans un ordi, il me semble. Donc pour avoir ces NAS chez soi, il y a 2 solutions. La première solution, c'est les boîtiers tout en un, comme j'en ai parlé plus tôt, de la marque par exemple Synology, donc qui sont des boîtiers pas mal si on veut pas se prendre la tête, mais qui franchement ne valent pas leur prix. Soit il y a les PC montés soi-même. En gros, c'est un PC tout ce qu'il y a de plus basique qui est fait pour consommer très peu.
et qui gère en général le RAID avec une carte RAID ou ce genre de truc, et qui contient plein de disques durs évidemment. Sachant que dans un NAS, on utilise toujours des disques durs mécaniques, hein. Le SSD n'a pas encore fait son entrée dans les NAS, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Pour des NAS, hein, je veux dire. Parce que pour un SSD seul dans un ordi, là les prix commencent à bien baisser, et bientôt tout le monde en aura, et il n'y aura plus de HDD dans un ordi, hein. Mais donc pour moi, la meilleure option, c'est un NAS monté soi-même, et la meilleure option, c'est d'utiliser un de ces fameux PC de récup pour en faire un NAS. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce choix et comment le faire. Donc en gros, comment faire ça? C'est simple, il va vous falloir récupérer un de ces fameux PC des années 2005 avec un Pentium 4 ou un Core de Duo, et puis ces fameuses cartes mères bas de gamme toutes vertes là. Et de préférence, il faut qu'il ait pas mal d'emplacements pour des disques durs. Après, s'il n'en a pas beaucoup, c'est pas grave, hein, on peut convertir les emplacements 5,5 pouces pour les lecteurs en emplacement disque dur, ça pose pas de problème. Privilégiez plutôt des PC plutôt quand même pas trop vieux, on va dire plutôt des Core de Duo ou des Pentium 4 de l'époque des Core de Duo. Ensuite, pour la RAM, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, je pense que 2 Go ça peut suffire, mettez 4 Go si vraiment vous voulez être tranquille, mais franchement, pour moi, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous pouvez prendre des adaptateurs, vous savez, ces fameux adaptateurs qui se branchent sur un port PCI pour rajouter des ports SATA. Ensuite, il n'y a pas besoin de beaucoup de ventilo puisque c'est un PC qui va rester beaucoup allumé tout seul. Donc, juste le ventirad du processeur et le ventilo de la lime, à mon avis, ça suffit largement. Vous pouvez en rajouter un en façade, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Donc, vous assemblez tout ça comme un PC classique, et en rajoutant plein de disques durs le plus possible. Ensuite, il faut monter le RAID et tout, etc. Vous pouvez utiliser une carte RAID pour vos disques, mais je suis pas sûr que ce soit ultra nécessaire, hein. Sauf si vous avez vraiment des fichiers importants ou quoi, ou si vous voulez vraiment de la rapidité, mais sinon il n'y a peut-être pas besoin de RAID, hein, vous faites comme vous voulez. Et puis après, vous installez un OS assez léger, genre OpenMediaVault ou FreeNAS, quand même des systèmes spécialisés pour le NAS. Et vous l'installez éventuellement sur une clé USB que vous branchez à l'arrière de l'ordi, comme ça prend pas de disque, d'espace disque sur l'ordi lui-même. Et voilà, vous avez votre NAS. Donc si vous voulez voir en détail comment faire, je vous conseille les 2 vidéos de Electronic Arts, qui sont dans la description toujours. J'espère que je les oublierai pas, parce que là ça commence à faire beaucoup que je dois mettre dans la description. Mais donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir ces vidéos, il y explique très bien. Bon, après il va un petit peu dans les extrêmes peut-être en mettant vraiment très peu de RAM, 512 mégas, etc. Mais il explique très bien comment monter tout ça et comment installer OpenMediaVault, donc allez-y. Mais donc quels sont les avantages d'un NAS monté à partir de trucs de récup comme ça? Il y en a plusieurs. Déjà, vous connaissez votre machine parce que c'est vous qui l'avez montée vous-même, donc pour le réparer, ça va plus facile. Ensuite, c'est totalement gratuit. Enfin, il y a moyen de faire ça totalement gratuit. Peut-être éventuellement acheter 2-3 adaptateurs, etc. 2-3 câbles, voilà. Mais sinon, pour moi, on peut faire ça totalement gratuitement. Et enfin, ça consomme rien. Puisque, comme j'ai dit plus tôt, c'est des cartes mères bas de gamme, c'est souvent de la RAM bas de gamme, tout est plus ou moins bas de gamme, et l'avantage du bas de gamme, c'est que ça consomme très peu, ce qui est assez paradoxal, mais voilà, le fait est que le bas de gamme consomme beaucoup moins, et donc prendre du matériel volontairement pourri, volontairement bas de gamme, ça fait que vous allez avoir une toute petite facture d'électricité, et puis de prendre du matériel pas très aéré, etc. De toute façon, ça va pas beaucoup chauffer, et comme ça vous fera un PC beaucoup plus silencieux que si vous preniez une tour moderne d'aujourd'hui. Alors après, si vous voulez un truc vraiment silencieux, il y a des boîtiers modernes d'aujourd'hui qui font très bien le taf, notamment ceux de Cooler Master, les Silencio là, qui font vraiment très peu de bruit et qui anéantissent complètement les vibrations. Ils sont vraiment très bien, je vous les conseille si vraiment vous voulez une machine assez puissante et qui fasse vraiment pas de bruit. Mais sinon, pour moi, la récup reste vraiment la meilleure méthode. Donc voilà un petit peu ce que je vous conseille en termes de NAS et ce que vous pouvez faire avec du matériel de récup pour un NAS. Donc voilà, ça c'était en gros la dernière grosse utilisation que je voulais vous donner pour du matériel de récup en informatique. En l'occurrence là c'est du PC. Maintenant je voulais aborder un dernier point que j'ai appelé la malédiction de la déchetterie sur mes notes. Qui est assez important pour moi. Ça sert à rien de récupérer du matériel pour le remettre à la déchetterie après. Donc si vous possédez du matériel, que ce soit du matériel déjà récupéré, du matériel neuf, du matériel qui a servi, qu'on vous a donné, etc., essayez de vous débrouiller le plus possible pour que ça parte pas en déchetterie, pour que ça ait une nouvelle utilisation. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a plusieurs trucs pour lesquels il faut éviter la déchetterie. Bon, déjà, il y a les arguments écologiques, éthiques, etc. Et aussi, un truc que j'ai pas encore dit, c'est pas parce que l'ordi n'a pas un Ryzen 7 et une RTX 2080 Ti que c'est bon à la poubelle. Il y a toujours moyen d'y recycler, d'y utiliser, etc.
En plus, tout le monde n'a pas besoin d'un Ryzen 7 et d'une RTX 2080 Ti, tout le monde n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Et surtout, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se payer un ordi récent d'aujourd'hui. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs sociétés déjà qui font des ordis entre guillemets reconditionnés, c'est-à-dire ils prennent des vieux ordis un peu de récup, hop là, ils les remettent au goût du jour avec un système léger et un peu plus de RAM et ils les revendent. Et donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de redonner une seconde vie à l'ordi et d'offrir un ordi à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer un avec une très grosse puissance. En plus, avec le confinement, etc., il y a plein de gens qui se sont retrouvés vraiment dans la grosse merde parce qu'ils n'avaient pas d'ordi chez eux et donc ils pouvaient pas faire le télétravail, etc. Les enfants ne pouvaient pas travailler avec l'école, etc., etc. Et ça, c'est un gros problème aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a plein de gens qui ont une RTX 2080 Ti et un Ryzen 7, et il y a aussi énormément de gens encore qui n'ont pas d'ordi. Et c'est pour ça que globalement, pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment, dès que vous voyez du matériel usagé en déchetterie, ou que vous allez jeter, ou qu'on vous donne, etc., essayez de vous creuser la tête vraiment pour trouver une utilisation à ce matériel et ne pas le jeter. Sauf si c'est un i386, etc. Mais même si c'est le cas, dans ce cas-là, il y a plein de passionnés de rétrocomputing qui seront ravis de le prendre. Donc voilà, c'était mon petit message final et recycler les machines, leur donner une seconde vie. C'est un truc que je trouve vraiment important et je trouve que pas assez de gens en ont conscience. Donc je crois qu'on va bientôt arriver au terme de cette vidéo. Je crois avoir dit à peu près tout ce que je voulais dire en rapport avec ce gros sujet en informatique qui est la récupération et le matériel usagé. Déjà, je sais que c'est une vidéo qui aura beaucoup moins de succès que mes autres vidéos, parce que ça dure quand même presque 1 heure. Là, je pense qu'on va atteindre les 1 heure à la fin. Et puis, c'est un sujet qui intéresse pas tout le monde, etc. Mais c'est pas le but de faire plein de vues, etc. avec ces vidéos. C'est vraiment ceux qui veulent, ils regardent. Si ça les intéresse, ils lâchent un pouce bleu, ils débattent, etc. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à venir dans les commentaires et en débattre, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de discuter un peu, etc. C'est pas pour gratter des commentaires, hein, parce que comme je l'ai dit plus tôt, je vise pas les tendances avec ces vidéos-là, et puis de toute façon, si je visais les tendances avec mes 19 abonnés, je serais un petit peu naïf, on va dire. Non, le but là vraiment, c'est de débattre, d'en parler, etc. dans la bonne humeur. Un autre truc que je voulais aborder aussi, qui est très important pour moi, c'est le fait que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est tiré de mon expérience et c'est mon avis. Hein, sauf quelques chiffres, des années de sortie de processeur, etc. Ça, j'ai quand même fait des recherches pour être sûr de ce que je disais. Mais sinon, c'est tout mon avis. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Hein, j'ai pas la science infuse et vous avez tout à fait le droit de pas avoir les mêmes opinions que moi. Maintenant, je suis sûr que j'ai fait quelques bourdes quelque part entre les chiffres, ce que j'ai dit, etc., les conseils. Donc, pour remédier à cela, je ferai une vidéo plus tard, hein, parce que là, quand sort cette vidéo, je serai probablement en vacances. Mais je ferai une vidéo note d'intention qui durera peut-être 5-10 minutes grand maximum, où je rectifierai toutes les erreurs que j'ai fait. Je ferai cette vidéo évidemment que si j'ai trouvé des erreurs, hein, parce que sinon je vais pas faire une vidéo pour dire bonjour, il n'y a pas d'erreur, au revoir. Mais donc voilà, j'essaierai de rectifier le plus possible ce que j'ai dit, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé sur certaines dates ou quoi, parce que c'est vraiment important pour moi. Et en rapport avec ça aussi, du coup, il y a plusieurs fois où je suis en mode faites ça, ne faites pas ça, voilà, etc. Faut bien comprendre que c'est quand même des conseils, hein. Je suis pas en mode j'ai la science infuse, c'est moi qui ai raison et écoutez-moi. C'est vraiment des astuces, etc. tirées de mon expérience. Ça se trouve, sur la moitié des trucs, je fais totalement des conneries. Voilà, j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires aussi. C'est vraiment important pour moi. Autre truc que je voulais dire aussi, c'est que c'est un concept à la base de La Taverne de John, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà dit plutôt que c'était son concept, mais pour ceux qui n'ont pas vu cette partie-là, je le redis maintenant. Donc mon concept est tiré de ces vidéos Blabla IT. Donc les sièges durent plus 3 heures, mais sinon c'est plus ou moins le même concept. Sachant que moi c'est moins sur des sujets aussi vastes, parce que lui il retrace carrément l'histoire du PC, etc. Mais donc voilà, c'était quand même important de le préciser pour moi, même si s'asseoir derrière un micro et parler, c'est quand même pas un truc ultra révolutionnaire. Mais je voulais quand même le préciser parce que c'est important pour moi, et puis de toute façon, j'aurais fait de la pub quand même pour sa chaîne qui est géniale. Chaîne Peertube d'ailleurs, qui est dans la description bien évidemment. Sinon, dernier truc que je voulais dire, cette vidéo m'aura pris, à mon avis, énormément de temps à faire. Là, entre les recherches, l'écriture de mes notes, parce que j'ai des notes, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, et l'enregistrement, je suis déjà à plus de 10 heures. Et j'ai pas encore fait le montage, la mise en ligne, la miniature, ni rien. Donc vous voyez, ça va me prendre
vraiment beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo, donc j'en ferai très peu. Mais donc par contre, si vous aimez ce contenu, je vous invite vraiment à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, et en plus, ça me soutiendra assez quand même, parce que les vidéos qui ont des pouces bleus, bizarrement, sont souvent les plus regardées. Par contre, si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de mettre un pouce bleu juste pour me faire plaisir, hein. Mettez un pouce rouge et dites-moi dans les commentaires ce qui va pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai la gorge ultra sèche d'avoir tellement parlé, même si ça s'étale sur plusieurs jours, c'est quand même assez long. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.